Salut à tous, chers basketeurs et basketteuses, chers amis du basket féminin. Il est 19h10, j'ai encore un tout petit peu plus de retard que la dernière fois. Cette fois-ci, il y a une nouveauté, c'est que je vous ai proposé un sondage. Je ne sais pas exactement, donc voilà, j'ai passé un peu de temps à régler ça. Je ne sais pas exactement comment ça se présente. Et je vous ai demandé donc quel titre donneriez-vous à cette émission, sachant qu'il y a deux propositions que je trouvais intéressantes qui étaient entre deux et We Talk Basket. Donc je vous propose de vous positionner sur l'un de ces deux titres ou de proposer un troisième titre. Je ne sais pas si vous pouvez le proposer dans l'outil de sondage. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à tous et à toutes, bien entendu. Donc on va commencer. D'abord, merci à tous ceux qui ont déjà participé au premier live. Le premier live, il y a eu jusqu'à 9 personnes en simultané présentes sur ce live. Et au deuxième, il y a eu 19 personnes, soit plus du double. Alors aujourd'hui, aura-t-on 40 personnes en simultané? Nous verrons bien. Alors, au programme aujourd'hui, le mercato, enfin ce que j'appelle le mercato, donc les futurs contrats des joueuses et coachs. Et les mouvements aussi, puisque bon, enfin, en fait, le mercato, il n'y a pas vraiment des transferts, c'est plutôt des changements de contrat. On verra ce qu'il y a de prévu pour la saison prochaine et ce qui se passe en ce moment aussi. Ligue féminine de basket, c'était la dernière journée ce week-end qu'on a vécu intensément donc samedi soir. Et donc, c'est place au play-off. Et donc, on va voir ça ensemble. La Ligue féminine 2, je croyais que c'était la fin aussi, mais en fait, il reste une journée. On fera quand même un petit point sur la Ligue féminine 2 et on en parlera probablement un peu plus la fois prochaine quand vraiment les choses seront arrêtées. La finale d'Eurocoupe, il y a eu le match aller qui s'est disputé mercredi entre Nadezhda Orenbourg et le BLMA, voilà, l'équipe de Latte Montpellier. Montpellier l'a emporté, je crois, sur le score de 75-71, le match aller. Il faut que je revérifie. C'est ça, 75-71 en Russie. Très belle perf de Montpellier, plus 4. En attendant le match retour qui aura lieu donc mercredi soir. Je crois que c'est à 20h45 sur les antennes d'RMC Sport 2. Et enfin, votre thème, comme à chaque fois, je vous propose tout au long de l'émission de proposer peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, de poser une question. Et je m'attarderai dessus en fin de programme. Je regarde les personnes qui sont présentes. Salut Noé, salut Mel, salut Élise, salut Morgane, salut Quentin. N'hésitez pas déjà dès maintenant à proposer un titre pour l'émission et puis un thème qu'on n'aurait pas abordé ce soir. Je vais regarder les commentaires un petit coup de temps en temps. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par le premier sujet. C'est un petit peu les infos mercato officielles de la semaine. On ne traitera pas des rumeurs, je pense qu'on aura tout le temps de parler des transferts, ou des mouvements, des mutations une fois qu'elles sont actées et qu'elles sont décidées par les clubs. Donc pour ce faire, moi je me base toujours sur les informations de postup.fr qui ne relayent que les informations officielles. Hop, je me suis trompé d'image. Et donc, bon, voilà ce qui s'est passé cette semaine. Alors Lyon-Asvel continue sa volonté de stabiliser l'effectif. Effectivement, Tony Parker avait déclaré il y a quelques semaines qu'il souhaitait garder tout le monde. Et en plus, ils se sont renforcés de 2 joueuses pour l'année prochaine. Ça a été annoncé, c'est-à-dire Elena Siak, qui est la joueuse qui a la plus grosse évaluation de la saison pour le moment en Ligue féminine de basket, et Marine Johannes, qu'on ne présente plus, qui est la nouvelle perle du basket féminin français, européen, voire mondial. Je ne vous ai pas bien réglé la fenêtre. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, Lyon-Asvel a prolongé Clarissa Dos Santos pour 2 saisons et Pauline Salagnac pour une saison supplémentaire. Pour rappel, il y a Ingrid Tancré qui avait été prolongée pour 3 saisons et Julie Allemand, la meneuse, pour une saison supplémentaire. Enfin, en tout cas, c'était pas cité, donc j'imagine une saison supplémentaire. Stéphane Lett, le jeune coach talentueux de Landerneau, qui a fait monter Landerneau et qui aujourd'hui a maintenu Landerneau et en plus a propulsé Landerneau en play-off.
Un coach probablement très convoité, a officialisé sa prolongation cette semaine du côté de Landerneau. Très bonne opération pour le club landernéen, la continuité. Je fais un petit coucou à Astou, je fais un petit coucou à Max. Salut Max. Aurélie Bonan. Oui, il faut que je vous parle d'Aurélie Bonan puisque en fait Aurélie Bonan, qui est donc une ancienne joueuse du Nantes et Basket, entre autres, une grande joueuse qui a joué en équipe de France également, qui a une vingtaine de sélections en équipe de France, était annoncée comme assistante coach d'Alexandre Tonnet la semaine dernière, mais en réalité c'est elle qui officie vraiment à la direction de l'équipe. Donc Aurélie Bonan, voilà, Aurélie Bonan est coach des déferlantes du NRB, donc suite au désistement d'Emmanuel Queré et de son adjoint Stéphane Jarnoux, c'est Aurélie Bonan et Alexandre Tonnet qui prennent la suite du NRB pour les playdowns. On en reparlera un petit peu plus tard. Coup de théâtre, ben oui, suite à ce qui s'est passé ce week-end, coup de théâtre à Villeneuve, puisque Frédéric Dussart, qui avait annoncé son départ d'un commun accord avec les dirigeants de l'ESBVA Lille Métropole, donc un départ annoncé pour la saison prochaine. En fait, suite à la défaite de ce week-end de l'ESBVA Lille Métropole, et puis donc de la présence donc de Villeneuve en play-down au lieu d'être en play-off, eh bien il était décidé par le président Scarna de mettre fin aux fonctions de Frédéric Dussart et de le remplacer par Rachid Méziane, et non pas donc dès la saison prochaine, mais immédiatement. Donc dès cette semaine, pour jouer les playdowns, ce sera Rachid Méziane qui remplace Frédéric Dussart sur le banc de l'ESBVA. Et je vous pose une question tout de suite. Vous voyez, elle est écrite en gros, en rouge. Le président de l'ESBVA a-t-il selon vous pris la bonne décision? Attention, je ne parle pas de la nomination de Rachid Méziane, puisque de toute façon, ça, c'était obligatoire, il fallait trouver un nouveau coach pour la saison prochaine. On ne parle pas de ça. La question est, est-ce qu'on a pris la bonne décision de mettre fin aux fonctions de Frédéric Dussart dès maintenant, et donc d'installer Rachid Méziane sur le banc dès maintenant? Je vais regarder les commentaires. En attendant, je vais vous donner un petit peu, moi, mon sentiment et mon analyse. D'abord, je pense que cette question, on peut la décortiquer de deux façons. Le président a-t-il pris la bonne décision d'un point de vue sportif, d'un point de vue humain, et j'ajouterais même d'un point de vue de l'image du club. Et je pense qu'au niveau sportif, je ne me prononcerai pas parce que je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Est-ce que l'arrivée d'un nouveau coach va créer un électrochoc? C'est un terme qu'on emploie très souvent dans le sport, l'électrochoc, et puis sincèrement, je suis vraiment pas persuadé que ça fonctionne à chaque fois. Je suis même pas persuadé que ça fonctionne de façon majoritaire. Je pense que parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne pas. Ça arrive très souvent dans le foot masculin, professionnel. Et franchement, il y a plein de fois où ça a marché et il y a plein de fois où ça n'a pas marché. Donc d'un point de vue sportif, je dirais gros point d'interrogation. D'un point de vue humain, alors là pour moi il n'y a pas de point d'interrogation. Pour moi c'est pas ouf, c'est pas terrible. Et notamment eu égard à ce qu'a réalisé Frédéric Dussart depuis donc maintenant 14 ans au club, depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe première en 2012, Villeneuve, l'histoire de Villeneuve, c'était quasiment rien. Et en fait, Fred a apporté des titres, des émotions aussi à la salle, en veux-tu en voilà, et effectivement, moi je suis arrivé aussi à ce moment-là dans la salle de Villeneuve, donc c'était dans la saison 2015-2016, juste après le titre de champion d'Europe. Et effectivement, il s'est passé beaucoup de choses au niveau, beaucoup de belles choses au niveau de Villeneuve. Et enfin, le troisième point, au niveau de l'image, là aussi, je trouve que ça donne pas forcément une bonne image du club, et puis pas forcément un bon signal pour les futurs coachs. Bon, et donc pour notamment Rachid Méziane qui va prendre ses fonctions. Bon, en tout cas, il sait qu'il y aura une obligation de résultat, visiblement. Donc, je vois que Max se prononce, électrochoc pour le sportif. À voir, ça on verra. Je regarde un petit peu vos réactions.
Compliqué pour l'humain et l'image, effectivement, Max. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord à peu près. C'est bien le changement car ça peut laisser le temps de prendre ses marques. Alors oui, au niveau préparation de l'année prochaine, c'est vrai que c'est un point auquel j'avais pensé. Effectivement, ça peut permettre à Rachid Méziane de prendre le pouls du groupe et de voir quelles joueuses il souhaite conserver ou desquelles il souhaite se séparer. En revanche, vraiment le point d'interrogation que je me pose, c'est est-ce que tout n'est pas déjà fait finalement? Parce que vous savez qu'au mois de mars, en général, les contrats se font, les renouvellements se font. On ne nous communique pas tout. Hein. Les clubs voilà, sont assez discrets par rapport finalement à ce qu'ils veulent communiquer, soit en fonction de leur groupe actuel. Vous voyez, Lyon a communiqué sur ses recrues de l'année prochaine. Mais ils ont en même temps communiqué sur le fait qu'ils voulaient garder tout le monde. Donc ils ont prévu des recrues l'année prochaine, mais il n'y a aucune pression négative sur le groupe actuel, puisqu'on dit qu'on garde tout le monde. Là, à Lyon, pour le coup, tout le monde n'a pas encore renouvelé d'un an. Donc effectivement, peut-être qu'à Villeneuve, il y a aussi des joueuses qui n'ont pas encore leur avenir qui est décidé pour la saison prochaine. Et effectivement, si Rachid Méziane peut avoir à disposition les joueuses sur le terrain, il pourra mieux juger effectivement de celles qui souhaitent garder absolument, etc. Bon, il aurait peut-être pu le faire aussi en dehors du terrain en regardant les matchs. Hein. Donc ça, c'est le petit point qui pourrait aller en faveur de cette décision. François, salut François, difficile de juger car on n'est pas dans le groupe. Même s'il y a une cassure avec le groupe, il faut prendre une décision, même si elle est difficile, pour ne pas avoir à en pâtir en play-down. Je me suis aussi posé la question, bien entendu, s'il y a des problèmes dans le groupe et s'il y a des problèmes entre les joueuses et le coach, j'en ai pas spécialement entendu parler. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est deux joueuses qui ont ouvertement, c'est peut-être un peu exagéré, mais qui ont quand même rendu hommage à leur coach ou qui ont en tout cas plutôt manifesté une entente avec le coach. C'est Magali Mendy qui a publié aujourd'hui des remerciements auprès de Fred Dussart, vraiment, qui a publié sur sa page Facebook. Et puis en conférence de presse, tout simplement Laetitia Kamba qui est venue s'exprimer auprès de nous et qui a fini par conclure en disant bon, on va y arriver, c'est difficile, ça va aller, Fred est encore là l'année prochaine, est encore là jusqu'à la fin de saison. Et donc vraiment une adhésion de Laetitia Kamba et en tout cas une confiance dans son coach. En tout cas, c'est ce qu'elle a exprimé. Elle n'était pas obligée de le faire. Donc à voir. Effectivement, on ne sait pas tout, on n'est pas à l'intérieur du groupe, on ne sait pas si ça va être bénéfique aux joueuses, on ne sait pas si ça va être bénéfique aux résultats. Question de Jean-Michel, est-ce que Louba part aussi? C'est pas prévu, apparemment Louba a encore un an de contrat et il est prévu de la maintenir en tant qu'assistant coach. C'est une préparation idéale pour l'année prochaine, voire les plus motivés pour les playdowns. Voilà Max, effectivement, ça peut être effectivement ça peut permettre au nouveau coach de bien juger son effectif. Maintenant, la question est, est-ce qu'il y a encore la main sur les renouvellements de contrats et les cassures de contrats? Bon, merci de votre participation, en tout cas super la réponse que vous avez apportée. Je fais un coucou à Mike, je fais un coucou à Fabien, à Laurent. Salut les gars. Beaucoup d'hommes ce soir, très bien. Comme quoi le sport féminin, ça intéresse les hommes. On va passer au sujet suivant. LFB, donc voilà, c'est un sujet complètement lié avec tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. C'est la Ligue féminine de basket, donc c'est la fin de la saison régulière. C'était le dernier match, c'était le clap de fin. On a parlé de Villeneuve, donc qui allait jouer les playdowns. Donc voici le tableau des résultats. Montpellier et Bourges, c'était l'affiche de ce match. Le vainqueur prenait la deuxième place. Et en fait, c'est Bourges qui a pris qui a gardé sa deuxième place du coup. À la toute dernière seconde du match, je vais vous montrer ça tout de suite dans quelques instants. On va quand même passer aux autres résultats. Le Hainaut donc a été battu sur son terrain par Tarbes et donc c'est Tarbes qui a pris la place de Villeneuve en play-off. Donc pas beaucoup de solidarité nordiste, hein, vraiment. Non mais je sais bien. C'est une boutade bien entendu. Soit dit en passant, le coach je qualifie François Gomez, le coach de Tarbes, qui est nordiste,
de bourreau des nordistes, puisqu'il est allé battre le Hainaut à la dernière journée pour piquer la place de Villeneuve en play-off. Bravo à Tarbes. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Il y avait quand même 2 scénarios pour que Tarbes se qualifie, et celui-là a suffi. Villeneuve, Basketland, c'était encore un très beau match des 2 équipes. Basketland a été meilleur. A été meilleur tout simplement je dirais dans le sang-froid. Et donc c'est Basketland qui s'est imposé 71 à 70, enfin 70 à 71 sur le parquet de Villeneuve. Nantes-Charleville, c'était un match qui comptait pour du beurre, mais qui peut nourrir des espoirs pour l'équipe de Nantes, parce que Charleville c'est quand même une grosse équipe qu'il faut battre, même s'ils étaient un tout petit peu diminués avec l'absence des 2 américaines. Nantes donc a battu Charleville 64-51. La Roche a fait fort, même si Lyon a beaucoup fait tourner son effectif. Lyon était assuré d'être premier. Mais La Roche a vraiment fait une très très belle saison et a conclu la saison régulière par un joli 74-60 face au leader du championnat Lyon. Et Mondeville-Landerneau 58-81. C'était pas un match qui comptait pour du beurre pour Landerneau, puisque Landerneau, en cas de défaite, aurait pris la place de Villeneuve. Si Landerneau avait perdu, c'était Landerneau qui allait en play-down et Villeneuve était maintenu. Villeneuve était 7e et Tarbes 8e. Donc Villeneuve a perdu 2 places. Je vais vous montrer le classement tout de suite, puisque on en parle. Voilà, classement final de la saison régulière. Lyon 1er, Bourges 2e, Latte Montpellier 3e, Charleville 4e, La Roche-Vendée 5e, Basketland 6e, Landerneau 7e, Tarbes 8e. Toutes ces équipes participeront aux playoffs. Et Villeneuve, le Hainaut Basket, Nantes-Rezé et Mondeville vont participer au play-down. Salut Yannick, salut Mathieu, salut Marjo. Est-ce que je pronostique un Bourges-Lyon en finale? Aucune idée. Je vais vous poser d'ailleurs une autre question. On va essayer de faire des petits pronostics sur les quarts de finale. Pour la finale, Marjo, on verra un peu plus tard. Sur un autre live probablement. Je reviens sur les résultats et je vais vous montrer une vidéo que vous avez peut-être vue. C'est en fait le tout dernier point, en fait les tout derniers 2 points de Bourges sur le terrain de Montpellier. Il reste, je sais pas quoi, 2 secondes à jouer. Remise en touche. Remise en touche. Ça va pas fonctionner. Si ça fonctionne. Et bim, une touche droit vers le cercle. Et en fait, il y a une espèce de lutte au rebond. Et en fait, c'est la malheureuse Elena Siak qui marque contre son camp. La plus grande. C'est elle qui est la plus proche du ballon. Et en fait, elle est un petit peu gênée par sa partenaire, je crois. Et voilà, ça donne un petit peu un panier gag. On voit tout de suite qu'Elena Siak, elle est catastrophée par ça. C'était complètement... c'était un match hyper tendu, hyper serré. Ça s'est joué à 1 point. Voilà, même les plus grandes font des erreurs, parce qu'Elena Siak, c'est quand même l'une des toutes meilleures joueuses du championnat cette saison. Et on en parlera un tout petit peu plus tard. C'est aussi une excellente joueuse en Eurocoupe, en Coupe d'Europe. Je vais passer à l'écran suivant. Mon petit traditionnel, depuis la dernière fois, je vous propose les stats individuelles de la journée. On voit que Alexis Prince de Tarbes a cartonné, elle a mis 31 points, vraiment Tarbes était vraiment décidé à aller en play-off. Encore bravo à eux. Le record est détenu par Paulina Conga avec 32 points sur la saison. Alexis Prince s'est vraiment frotté à ce record de la saison. Là vraiment, pour les rebonds, Bernadette dit Bernie Ngoïssa, un phénomène. Elle a capté 11 rebonds, 15 points, donc double-double, ce qui n'est pas si fréquent que ça dans le basket féminin. Évaluation 23, 70% au shoot, 19 minutes 25 de jeu. Elle a réalisé 15 points, 11 rebonds, en jouant moins de la moitié du match. Et pour rappel, Bernie a 36 ans. Donc voilà, bravo Bernie. Je fais un parallèle quand même avec Paulina Conga, qui, vous avez vu, est dans le record de points de la saison. Paulina Conga a également 37 ans.
Point commun entre ces deux joueuses, elles sont toutes les deux originaires de la République démocratique du Congo. Donc je ne sais pas ce qu'ils font en République démocratique du Congo. Ils mettent des bonnes choses dans la soupe, parce que ça donne des très bonnes joueuses. Et aussi des très bons joueurs. Il y a eu notamment Dikembe Mutombo en NBA, meilleur contreur de la Ligue, meilleur défenseur de la Ligue à plusieurs reprises. Donc République démocratique du Congo, et puis c'est des intérieurs, des grandes personnes qui sont très costauds et très forts au basket. Pour les passes décisives, Amel Boudera, c'est pas vraiment une surprise puisque Amel détient déjà le record de la saison avec 13 passes décisives. Pour les interceptions, c'est pas une surprise non plus puisque c'est Sarah Michel qui, dans le match, donc la grande confrontation entre Montpellier et Bourges, a volé 5 ballons. Et puis le record, c'est elle aussi qui le détient. Elle n'est pas seule à le détenir, le record de la saison. Mais Sarah Michel, c'est une abonnée aux interceptions, grosse défenseuse, toujours là, toujours très très active et avec des mains de voleuse. On revient sur le classement, ça on en a déjà parlé, donc allez, on va passer assez rapidement sur le programme des playoffs. Alors, je vous ai mis le programme des playoffs. La Roche-Vendée marche sur l'eau, oui Yannick. Et justement, je te réserve une question pour l'écran juste après. Voici les playoffs. Le premier, Asvel Lyon, va jouer le TGB Tarbes. De l'autre côté du tableau, le deuxième, Tango Bourges Basket, va jouer Landerneau, le septième. Les Flammes Carolo Basket Ardennes, donc de Charleville, vont rencontrer justement La Roche-Vendée, cité par Yannick. Et de l'autre côté, le BLM at Montpellier va rencontrer Basketland. Je vous ai mis les dates. Les quarts de finale auront lieu le 17, le 20 et le 23 avril. Et puis le programme des matchs, les matchs allés, c'est Lyon-Tarbes, Bourges-Landerneau, Latte-Montpellier Basketland, Charleville-La Roche. Donc en fait, c'est le mieux classé qui reçoit d'abord. Les 4 premiers reçoivent d'abord, se déplacent ensuite, et en cas de belle, on retourne chez l'équipe la mieux classée. Et donc je vous pose une question. Avant d'aller jusqu'à la finale, avant d'aller jusqu'aux demi-finales, on va s'arrêter au quart de finale, et je vais tout simplement pas vous poser la question de qui va se qualifier, mais qui peut créer la surprise. Parmi les 4 moins bien classés, Tarbes, La Roche, Landerneau et Basketland, je les ai mis dans le désordre. Vous comprendrez pourquoi j'ai mis Tarbes en premier, quand je vais m'exprimer un petit peu sur la question. Qui peut créer la surprise en quart de finale, et donc battre l'un des 4 premiers? Je vous laisse répondre, et pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu de mon sentiment. Je vais mouiller. Pour moi, d'ailleurs, le truc le moins risqué, c'est de dire Tarbes, parce qu'en fait, ils l'ont déjà fait l'an dernier. Ils se sont même hissés jusqu'à la finale. Maintenant, La Roche, très fort La Roche, et La Roche va jouer en plus le 4e, donc Charleville, qui s'était bien repris après un mauvais début de saison, qui s'était bien repris en début 2019, et qui là, je crois, sur les 4 derniers matchs, a eu une seule victoire. Bon, en tout cas, qui a un bilan un peu mitigé au niveau récent, avec des blessures d'Ellie Peters et des blessures de Kalina Lewis, les 2 américaines, qui sont 2 grosses scoreuses, et qui sont très importantes dans le système de Charleville. Donc je dirais, moi personnellement, je dirais Tarbes ou La Roche. Je vais regarder un petit peu vos commentaires. Je vais vous remettre le tableau en attendant. Hop. Alors Fabien dit La Roche-Vendée, La Roche pour Jean-Michel. Marion, moi je vois bien Landerneau, pas bête. C'est pas bête. Landerneau pour Micheline également. Et pour Marjo, Tarbes. Et personne donc ne cite Basketland. Personne ne cite Basketland, et pourtant. Petit truc, Basketland en fait a rencontré 2 fois donc en saison régulière à Montpellier, et elles ont perdu uniquement d'1 point sur les 2 matchs. Montpellier, on parle de Montpellier, l'équipe de France presque. Basketland a perdu d'1 point sur chacun des 2 matchs. Maintenant, est-ce que ça va faire gagner Basketland? Je ne sais pas. Et en fait, on s'aperçoit que là-dedans, tout est jouable. Et notamment, Lyon est premier, Tarbes, ils peuvent créer la surprise parce qu'ils l'ont déjà fait, et aussi parce qu'il y a quelques blessés à Lyon. Elles n'ont pas fini la saison au complet, la saison régulière au complet.
Là, j'ai vu que Fatih Sako était revenue dans le groupe, mais elle a joué 0 minutes. Je m'y attendais un petit peu. Ils ont fait jouer, voilà, ils ont pas mal fait tourner. Ils voulaient surtout pas de blessés supplémentaires. Ça se comprend parfaitement. Donc attention, on verra un petit peu comment les joueuses rentrent dans le groupe au niveau de Lyon. Attention à Tarbes, qui est carrément outsider. En fait, Tarbes qui doit jouer d'une façon décontractée. Enfin, jouer d'une façon décontractée, non, mais au niveau mental, doit être complètement décontracté. C'est vraiment que du bonus. D'une certaine manière, pour les 4 outsiders, c'est du bonus. Alors que les 3 autres, enfin les 3 premiers, les gros clubs annoncés, donc Lyon, Montpellier et Bourges, bien sûr, ce serait un échec de sortir en quart. Et même pour Charleville, alors Charleville, cette saison, elle a été un petit peu plus compliquée que précédemment, mais Charleville, c'est un club qui fait à peu près toujours mieux que l'année précédente. Donc cette fois-ci, donc faire mieux que l'année précédente, ce serait aller en finale. Puisqu'ils se sont fait sortir l'an dernier par Tarbes. Donc je regarde ici encore. Fabien, j'imagine très bien Basketland créer la grosse surprise. Le groupe a l'air de bien vivre et a tout à gagner. Et puis en plus, n'oublions pas qu'à Basketland, il y a quelqu'un qui s'appelle Céline Dumerc. On fera, vraiment là, d'ici la fin de saison, on fera un petit mix des vidéos qu'on a pu prendre de Céline Dumerc. On l'a vu à 2 reprises, une fois au Hainaut et une fois à Villeneuve. On fera un petit mix de son jeu. Et là encore, d'ailleurs, sur le match de Villeneuve, au dernier quart-temps, en fait, pendant 3 quarts-temps, Céline Dumerc, elle distribue bien le jeu, elle fait beaucoup de bons choix, elle ne force pas de shoot, elle ne prend pas forcément les shoots en première intention. Vraiment, elle a un sens hyper collectif et d'efficacité collective. Et dans le 4e quart-temps, elle prend ses responsabilités et bim, ça rentre. Ça m'avait fait la même chose quand je l'ai vu à l'Open. Je ne sais plus contre quelle équipe c'était à l'Open. C'était peut-être La Roche ou Landerneau. C'était peut-être Landerneau. Et en fait, les 3 premiers cartons étaient disputés et le dernier carton, Céline Dumerc a pris la balle, elle a shooté, elle a pris ses responsabilités, elle est sortie, elle faisait des drives en sortie d'écran. 2 points, pull-up 2 points, ça rentrait. Et donc une joueuse comme ça, c'est une très très grande championne. On peut peut-être parler de la meilleure joueuse de tous les temps française. Hein. Allez, il y a d'autres grands noms, allez, faisons débat, faisons un peu de blasphème. Donc attention à Céline Dumerc. Ok, petite surprise de La Roche. Salut Grégory, salut Aurélie. On va passer au sujet suivant qui est la Ligue 2. Alors, la Ligue 2, je vais passer assez rapidement. Comme je vous l'ai dit en préambule, je me suis trompé. Je croyais que c'était aussi la dernière journée parce que en fait, j'ai vu que Charnay avait célébré sa première place de saison régulière. Mais en fait, Charnay est premier au bénéfice du point avérage particulier. Je vais juste revenir en arrière parce qu'on va parler des playdowns. J'ai oublié de parler des playdowns. On a parlé des playoffs. On n'a pas parlé des playdowns. Alors les playdowns, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un truc quand même assez particulier. Les équipes classées de 9 à 12. Donc on l'a dit tout à l'heure. Villeneuve, le Hainaut, Nantes et Mondeville, à l'issue de la saison régulière, participent au playdown de LFB. Les résultats acquis entre ces 2 équipes lors de la saison régulière sont conservés pour établir un classement intermédiaire. Voici le classement intermédiaire. Alors là où je vous ai donné l'ordre finalement dans l'ordre du classement de la Ligue féminine, mais en fait il y a une inversion puisque Villeneuve n'est plus premier de ce classement, il se retrouve 2e puisque tout simplement Saint-Amand les a battus 2 fois, et donc ça pèse dans la balance. Donc Saint-Amand 5 victoires, Villeneuve 3 victoires, Nantes 3 victoires et Mondeville 1 victoire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ces clubs se sont rencontrés tous ensemble 6 fois. C'est ça. Et ils vont à nouveau se rencontrer 6 fois. Donc, on comptabilise les matchs aller-retour, et on refait des matchs aller-retour rien qu'entre eux. Et ensuite, le moins bien classé de tous, là, c'est décidé, il va en Ligue 2. J'ai une question à vous poser. Êtes-vous pour ou contre le système de playdown ? Est-ce que vous trouvez ça cool ? Est-ce que vous trouvez ça bien qu'en fait, il y a les derniers de la classe. Je reprends ça de Mélissa Diawakana quand elle était à Nice, elle avait fait une vidéo là-dessus et j'avais trouvé ça très drôle et en fait j'étais plutôt d'accord avec elle. On prend les derniers de la classe, les 4 derniers, et en fait
On les fait se battre entre eux pour savoir qui est vraiment le dernier des derniers. Et donc, en fait, au lieu au lieu de dévaloriser une équipe qui finit dernier de la saison, et puis finalement, la saison, elle est faite pour ça, hein, voilà, il fallait gagner les matchs, et donc l'équipe, donc là, pour le coup, c'est Mondeville qui a gagné 2 matchs. Donc Mondeville, dans un schéma classique, serait relégué, tandis que là, bah, on va casser la tête de 4 équipes pour savoir vraiment qui est le plus mauvais des mauvais. Euh, Moi, je pense sincèrement qu'on pourrait s'en passer, et en plus, je trouve qu'en fait, il faut aussi donner de la valeur à la saison régulière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une saison régulière, on joue 22 matchs en tout. Bon, en 22 matchs, l'équipe qui a le moins gagné, et en plus, cette fois-ci, vraiment, c'est pas au point avérage, hein, je vais vous remettre le classement d'ailleurs. Je vais vous remettre le classement, c'est ici. Voilà, vous voyez ici Mondeville a 2 défaites. Nantes a 4 défaites de plus, à 3 fois. Pardon, Mondeville a 2 victoires. Nantes a 3 fois plus de victoires que Mondeville dans le championnat. Il y a un vrai écart. Sauf que quand on. Et puis voilà, puis le Hainaut 7, Villeneuve a même 9 victoires. Donc vous voyez 7 victoires de plus que Mondeville. Et finalement, quand on reprend le classement des playdowns, bah, finalement, il n'y a que 2 victoires entre Mondeville et Nantes. Et Villeneuve, tout à l'heure, rappelez-vous, il y avait 7 victoires, là maintenant il n'y en a plus que 2. Bon, Saint-Amand est un petit peu plus tranquille. Je regarde un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Salut Laurent, salut Guillaume, salut Micheline, mais Micheline, j'ai déjà vu que tu participais. Complètement contre Fabien, car cela est totalement injuste que le 9e puisse descendre alors que sportivement, c'est le 12e qui doit descendre. Moi, je suis relativement d'accord. En fait, je sais pas trop d'où ça vient les playdowns. Moi, j'ai vu ça nulle part. Ça a été instauré en fait depuis le passage à 12, je crois. Avant, il y avait 14 équipes et c'était les 2 derniers qui descendaient. Enfin, en fait, ils descendaient pas tout le temps puisque souvent il y avait un repêchage. En tout cas, ces 5 dernières années. Et là, avec la formule, ça a changé. Je regarde un petit peu. Oui, Fabien partage mon avis. Bah, les 2 Fabiens sont d'accord avec moi. Marion est contre. Et en fait, qui est pour, quoi? En plus, euh, franchement, si on demandait à tous les clubs, il n'y a qu'un seul club qui serait pour. C'est Mondeville. Ah, si on demandait aux gens de Nantes, Villeneuve et Saint-Amand, franchement, à mon avis, ils sont contre. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir l'avis des autres clubs, ceux qui jouent pas les playdowns, quoi. Donc franchement, voilà, on va peut-être pas refaire le monde sur cette émission, mais c'est pas une formule super populaire, quoi. En cas d'égalité entre 2 équipes, comment est fait le classement pour les départager? C'est le point avérage particulier sur les 4 rencontres. C'est tout à fait ça, Fabien. C'est ça. Ah oui, ah non, sur les playdowns. Non, c'est pour l'ensemble. Théoriquement, c'est sur l'ensemble. Franchement, c'est à vérifier, mais je pense que c'est vraiment sur l'ensemble. Donc en cas d'égalité, ce sera sur les 4 matchs. Enfin, sur les 4 matchs. Voilà, ça c'est 4. Marion est contre, voilà, en fait, bon, personne n'est pour. On fera peut-être une pétition un jour. Le jour où vraiment ce sera vraiment un club imaginez que Villeneuve descende. Enfin, sincèrement. Ce serait quand même pas cool. Villeneuve, déjà, ne joue pas les playoffs à cause du point avérage particulier. Bon, c'est sûr, ils n'ont pas fait une grande saison. Ça fait donc, oui, 9 victoires et 13 défaites. C'est pas terrible. Mais effectivement, ce serait dingue. Alors, ce qui est d'ailleurs marrant avec ce système, c'est que finalement, Tarbes, vous voyez, Tarbes et Villeneuve ont le même bilan. 9 victoires, 13 défaites. Eh bien, il est possible, il est possible que Tarbes gagne le championnat et il est possible que Villeneuve descende. Et franchement, Tarbes, l'année passée, ils sont allés en finale, hein. Donc ils peuvent gagner le championnat. Donc c'est un système particulier. Je trouve quand même que, d'ailleurs, je vais même aussi un tout petit peu remettre en question les playoffs à 8. Moi, je trouve ça très particulier pour voir pas normal qu'une équipe qui a plus de défaites que de victoires puisse jouer les playoffs et, avec un super rush final, puisse gagner le titre de champion. Franchement, ça dévalorise la saison régulière, tout simplement. Je regarde encore les commentaires.
tu lances la pétition, je veux pas défendre, ce serait juste injuste. J'ai pas bien compris ce que t'as dit, Adrien, mais j'imagine que t'es pas d'accord étant grand supporter de Villeneuve. Mais même, je pense que voilà, même à Mondeville, voilà, ils accepteraient de descendre. Effectivement, cette saison, ils ont gagné que 2 matchs, quoi. Enfin, c'est le sport. À savoir que Mondeville, quand même, il y a quand même Kristen Mann, il y a quand même Courtney Hurt qui est là maintenant. Et puis, oui, Kim Gaucher qui sont là. Donc, Mondeville sera pas aussi, a été quand même assez perturbé dans son effectif durant toute la saison. Mondeville va finalement peut-être avoir son meilleur effectif de la saison maintenant. Je vais passer au sujet suivant. Merci encore pour tous vos commentaires. Le sujet suivant, donc c'est la LF2. Hop, je vais aller assez rapidement sur la LF2. Ça se passe ici, ça se passe là. Hop. Charnay donc est sûr d'être premier de saison régulière. Donc en fait, même chose, je vais remettre en cause tout de suite le système de play-off en Ligue 2, puisque le 8e, qui est le Saint-Paul-Rosé, le basket club Saint-Paul-Rosé, qui a 9 victoires et pour l'instant 12 défaites, peut très bien monter. Donc c'est sur le même système. Je trouve qu'en fait, des playoffs à 8 équipes sur un total de 12 équipes, c'est trop. 4 équipes sur 12, c'est très bien. Ce serait très bien. Des playoffs à 4. Une seule équipe est sûre de descendre, c'est l'Union Sportive La Glacerie qui était promue cette année. L'autre promu, c'est Aulnoy. Aulnoy est 7ème, donc Aulnoy jouera les playoffs. Les 8 équipes qui vont participer aux playoffs sont connues. Et en fait, le deuxième strapontin, ou plutôt le deuxième, comment dirais-je, le deuxième, voilà, siège éjectable. Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom. Le deuxième siège éjectable se jouera entre Calais et Nice. Alors deux anciens pensionnaires de Ligue 1, Calais et Nice. Bon, Calais, ça fait quelques saisons quand même qu'à chaque fois ils se battent pour ne pas descendre. C'est un club qui a traditionnellement assez peu de moyens, et même quand elles étaient en Ligue féminine, ils n'avaient pas énormément de moyens là, ces dernières années, et à chaque fois ça se battait. Calais, c'est vraiment, en tout cas la Côte d'Opale, c'est vraiment une terre de basket. Donc même pour la petite histoire, il y a même un club de NF1 à Calais. Donc si Calais descend, il y aurait 2 clubs de Calais en NF1, 2 clubs féminins, vraiment. Donc ça se jouera entre Calais et Nice. Nice qui est tout simplement la dernière équipe à être descendue en Ligue 2, de Ligue féminine. Et Nice, effectivement, qui a eu beaucoup de difficultés financières ces derniers mois et qui a peut-être eu un petit peu de mal à constituer un effectif. Donc ça va se jouer entre les deux. D'après vous, qui va accompagner la Glacerie en National 1? Alors je lis un petit peu les commentaires. Alors je ne vais pas revenir sur le sujet des playdowns. Yannick, c'est intéressant ce que tu dis quand même, la formule de jouer un barrage entre les gens qui montent en Ligue 2, enfin de Ligue 2 et ceux qui descendent de Ligue 1. C'est plutôt intéressant ça. Et en plus ça donnera des super matchs. Et ça montrerait vraiment, enfin c'est vraiment, un barrage, ce serait vraiment une résolution sportive en fait, qui validerait toute une saison. Et donc qui moi je vois en danger dans les playdowns, Fabien, merci de la question. Sincèrement, pas Villeneuve. C'est là où j'apporterais même un petit bémol encore supplémentaire à la décision du président de Villeneuve d'écarter Fred Dussart tout de suite. C'est que je pense que Villeneuve, notamment sur les 2 derniers matchs, et notamment aussi sur la première mi-temps à Montpellier, il ne faut pas l'oublier, c'était il y a quelques matchs. En fait, Villeneuve, sur les 5 derniers matchs, a joué quand même Montpellier, Bourges, Basketland. Et puis Tarbes, qui lui a pris sa place, et Saint-Amand. Les défaites face à Tarbes et Saint-Amand, c'était pas... effectivement, c'était pas normal. Les défaites face à Montpellier, Bourges et Basketland, ça arrive à des gens. Et en plus, les 2 derniers matchs, vraiment, contre Bourges, super match, contre Basketland, match pas complètement abouti, moyen, plutôt bon collectivement et assez moyen individuellement.
Mais pour moi, même Villeneuve à 80% de ses capacités, de son potentiel, doit s'en sortir de ses playdowns. Je pense vraiment qu'il y aura danger, ça va être compliqué pour Nantes et Mondeville. Le Hainaut, avec 5 victoires déjà dans l'escarcelle, franchement, le Hainaut est quasiment, pour moi, est quasiment qualifié, puisque, enfin, sauf accident, il y a encore 6 matchs, hein. Je reviens, donc on va passer sur la Ligue 2. Apparemment, ça vous inspire pas plus que ça. Vous m'avez pas parlé, vous m'avez pas parlé de rétrogradation en Ligue 2, c'est pas grave. On va passer au sujet suivant, la finale d'Eurocup. Et la finale d'Eurocup, ça se passe ici. On va revenir sur le match qui s'est déroulé en Russie mercredi entre le Nadezhda Orenbourg et Montpellier. Donc comme vous le voyez, Montpellier a gagné sur le parquet d'Orenbourg, sur le score de 75 à 71. Si on regarde le détail un petit peu du match, hein, c'était voilà, premier carton bien gagné par Montpellier, 28 à 22. C'était un très très gros premier carton, hein, vraiment de la part des deux équipes au niveau offensif. Ensuite, le deuxième carton a été gagné par les Russes 16-14, puis le troisième 18-17. Vous voyez, c'était très serré tout au long du match. Le BLMA a gagné le quatrième carton et donc a conforté son avance. Donc 4 points d'avance avant le match retour. Pour rappel, là, c'est pas comme les playoffs, c'est-à-dire c'est match aller-retour et on cumule les deux scores. Et c'est comme tous les matchs de Coupe d'Europe, d'Euroleague. Qu'est-ce que je raconte? En Euroleague, c'est encore autre chose. En Euroleague, cette année, ils ont fait des playoffs pour les quarts de finale. Ils ont fait un système de playoffs en 2 matchs gagnants. Et puis un Final Four pour la finale. Ça, c'est autre chose. Je vais pas m'apesantir là-dessus, mais moi non plus, je comprends pas ce système-là non plus. Allez, on fait un système pour les quarts de finale, et pour les demi-finales et la finale, on fait un autre système. Bon, petite parenthèse. Là, c'est vraiment le score cumulé. Je reviens sur l'écran pour mettre un point d'honneur quand même sur le match d'Elena Siak. Elena Siak, elle a fait un match de dingue. Elle a marqué 18 points, elle a pris 10 rebonds, elle a fait 2 contres, 30 d'évaluation. Et c'était vraiment un duel à l'intérieur puisque la meilleure joueuse de Orenbourg, c'est Brianna Jones, qui a fait 19 points, 8 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et un contre. Elle a fait un énorme match également. Mais on peut dire qu'Elena Siak est vraiment sortie vraiment dominatrice de ce match. Elle a fait vraiment un énorme match. Oui, super match de Montpellier, Fabien, en effet. Et je vous pose tout simplement la question de... Je vous pose même pas la question. Je ne vous pose même pas la question de savoir qui va gagner cette Coupe d'Europe. Eh oui. Je vous pose tout simplement la question de combien de points Montpellier va-t-il gagner au match retour? Est-ce que vous pouvez me faire un pronostic? Allez, s'il y a quelqu'un qui pronostique la défaite de Montpellier et puis la victoire de Nadezhda Orenbourg dans cette finale, écoutez, on lui fera rien. Ce sera le goudron et les plumes. Non, vraiment, très très grosse équipe de Montpellier. Moi, je les ai vus jouer notamment au match face au Hainaut assez récemment, il y a 3 semaines. Superbe équipe qui peut prendre feu un petit peu de tous les côtés du terrain. Elena Siak qui est énorme, qui est hyper dissuasive en défense, qui est hyper décisive en attaque. Alors, vous voyez, hein, là, elle a été malheureuse sur le match contre Bourges, mais elle fait une saison énorme. Elena Siak fait une saison énorme, et l'Asvel ne s'y est pas trompé, ils l'ont signé tout de suite pour 4 ans. 4 ans pour Elena Siak. Allez, j'attends vos pronostics. Ça lag un petit peu. Plus 8 pour Fabien, plus 8 pour Montpellier, c'est pas mal. Ah oui, petite chose, je trouve que ça ressemble un petit peu finalement à la demi-finale. Rappelez-vous, la demi-finale, je ne me rappelle plus du score exact et de l'écart exact, mais au match aller, Montpellier avait bien contrôlé le match pendant les 3 premiers cartons, et dans le dernier carton, c'est Gérone qui a mis le feu dans une superbe salle. Vraiment, je conseille à toutes les personnes dans les communautés urbaines d'aller voir la salle de Gérone, comment elle est faite. Si jamais quelqu'un veut faire une salle de basket en France, ils peuvent s'inspirer de la manière dont est faite celle de Gérone. Elle est magnifique, mais même visuellement, c'est génial. Et donc, en plus, le public espagnol a énormément poussé, pardon, le public catalan a énormément poussé, et Gérone était revenu, je crois, mourir à 2 ou 3 points de Montpellier, et au match retour, Montpellier leur a mis une pâtée d'une 20aine de points.
Laurence nous dit 82,75, elle a carrément le score. Super Laurence, alors je pense que tu gagneras ton poids allez, en poids chiche. Je vais essayer de vérifier, sincèrement on regardera. Plus 10 pour Elodie. Marion nous dit victoire de Montpellier de plus 5. Attention au retour pour Thibaut. Alors, d'ailleurs j'ai même une petite théorie par rapport à ça, notamment au match qui se passe très très loin. Quand on joue le match aller à l'extérieur, on fait un aller en Russie, un retour de Russie. On fait 2 voyages. Alors que l'adversaire russe, lui, ne fait qu'un voyage avant de jouer le match retour. J'ai pensé à ça par rapport à Bourges-Sopron, où je trouvais que les filles de Bourges étaient assez émoussées. Je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas une dimension physique? Et finalement, est-ce que le fait de recevoir à domicile pour le 2e match, c'est pas un désavantage? Là, les 2 matchs, pour Bourges, c'était plus pertinent, puisque les 2 matchs avaient lieu, je crois, à quelques jours de décalage. Là, il s'est passé une semaine, Montpellier a eu le temps de récupérer, d'aller se prendre un gros match contre Bourges. Oui, ça c'est un point, ça, effectivement, qui apporte de l'eau au moulin de Thibaut, qui fait la remarque, attention au retour. C'est que Montpellier s'est joué un match de Coupe d'Europe là contre Bourges, et en plus, il y a eu un résultat malheureux. Enfin, malheureux, ils sont quand même en play-off, et puis ils ne sont pas éliminés. Hein. Mais ça peut jouer. Ça peut jouer, même si il y a quand même une énorme rotation, un énorme banc au niveau de Montpellier. Donc, moi, je suis hyper confiant quand même. Et tout le monde est hyper confiant. Thibaut, tu t'as dit attention au retour, mouille-toi, vas-y. Bonjour Johanna, bonjour Audrey, bonjour Adélaïde. Bonjour Elodie aussi. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là, ça fait plaisir. Allez, je vois pas d'autres. Je vois pas d'autres pronostics. Petit point aussi, il y a un vrai décalage entre le moment où je vous parle et puis le moment où je vois les commentaires. Donc ne vous offusquez pas si je ne vois pas vos commentaires tout de suite. Il y a un vrai décalage déjà au moment où moi j'ai mis l'image. Je pense qu'il y a une dizaine de secondes déjà avant que ça arrive chez Facebook. Et ensuite, le temps que vous réagissiez et puis le temps que moi je reçoive l'information en retour, vous voyez, il peut y avoir un décalage de peut-être 15 secondes. C'est une belle équipe pour Rennes-Bourg, effectivement. Moi, c'est des joueuses que je connaissais pas trop, mais ils ont vraiment 4 joueuses très très dominantes. Et on a parlé un petit peu de Brianna Jones tout à l'heure, très très grosse joueuse. On va terminer avec votre thème. Oui, faites-moi des propositions. Je vais finir avec un dernier petit truc. Et entre-temps, si vous souhaitez évoquer un thème, mettez-moi hashtag thème. Et puis un truc, voilà. Est-ce que vous voulez parler de quelque chose? Hop, je vais juste vous parler du dernier petit truc qui concerne WeBasket. Et voilà. Je fais appel aux contributeurs. WeBasket, voilà, on est reparti après des périodes où on était un petit peu moins intense. Là, vous voyez, on fait un live maintenant, on essaie de toujours vous proposer de plus en plus de vidéos. Au niveau du site, on a commencé à faire quelques articles. Et donc, vraiment, bienvenue à tous ceux qui veulent nous aider à faire des vidéos, du montage, de la prise de vue, pourquoi pas aussi de la recherche, de petites vidéos, un petit peu de community management, hein, voilà, trouver des vidéos rigolotes sur le basket et puis voilà, les publier sur la page Facebook par exemple, ou sur Instagram. Ça, welcome. Préparez le live avec moi si quelqu'un veut m'aider à préparer, voilà, au niveau de la rédaction du live, la préparation du live. Vous voyez, j'ai préparé tout un paquet d'informations sélectionnées et puis aussi des questions à vous poser. Donc si quelqu'un souhaite m'aider à préparer ce live, ce serait super, ça m'intéresse énormément. Proposer, et voilà, ensuite il y a un rôle vraiment de rédacteur. Ce qu'on n'a pas fait pendant les 3 premières années de WeBasket, aujourd'hui on a vraiment la volonté d'écrire des articles et notamment d'apporter des articles avec un peu plus d'analyse que juste de la news. Donc je vous propose, si vous le souhaitez, d'écrire des articles sur les matchs, sur les actions, pourquoi pas de décortiquer un petit peu techniquement ou tactiquement une action ou un match, si vous avez des connaissances en basket. L'idée c'est de vulgariser, de faire comprendre au grand public. Des articles sur l'histoire du basket féminin, ça m'intéresse énormément.
Ça m'intéresse énormément. Je souhaite publier sur l'histoire du basket féminin. La prochaine fois, je vous parlerai du palmarès européen des clubs de basket féminin. C'est juste énorme. La prochaine fois, si on a un petit peu de temps, je pense qu'on aura pas mal de temps. Il n'y aura pas de Ligue féminine. On parlera que de la Ligue 2. On parlera aussi sûrement de l'Eurocup et de la victoire de Montpellier. Euh, et donc vraiment l'histoire de la Ligue féminine et l'histoire même du basket féminin dans son ensemble, ça m'intéresse énormément. Si ça vous intéresse, si vous voulez écrire des articles, si vous voulez faire des recherches, si vous voulez publier des tableaux, ce serait super, vraiment. Et enfin, le dernier point sur lequel je souhaite vraiment qu'on fasse vraiment un peu plus de travail chez WeBasket, c'est les fiches basketteuses. En fait, les seules sources d'informations, quasiment, c'est Wikipédia, un peu la Fédé, et puis parfois les sites de clubs. Mais sincèrement, les joueuses méritent un peu plus d'informations sur elles. Voilà, moi j'adore le basket féminin, toutes les personnes qui sont ici adorent le basket féminin, et je pense vraiment qu'il faut valoriser ces championnes. Le basket féminin, comme je l'ai dit, c'est un truc super titré, c'est super performant en France depuis des années. J'avais regardé les classements depuis 25 ans. Il y a eu un nombre de participations au final de Coupe d'Europe incroyable. Je ne pense même pas qu'il y ait un autre sport collectif en France qui puisse rivaliser. Et donc vraiment, j'aimerais qu'on fasse des fiches sur les joueuses, qu'on détaille leur parcours, leurs statistiques, leur style de jeu aussi. En fait, souvent, tout ce qu'on a comme information, c'est la date de naissance, la taille, le parcours en club, quelques stats, vite fait, et puis parfois des petites anecdotes. Mais déjà, une description technique, le style de jeu de la joueuse, enfin franchement, ça c'est quelque chose qui manque. Si parmi vous, il y a des personnes que ça intéresse, ça m'intéresse énormément. Je vais tout simplement regarder s'il y a thème, l'équipe de... Audrey propose le thème équipe de France, équipe de France féminine de basket militaire. C'est ça, c'est l'équipe de France, Audrey? L'équipe de France féminine de basket militaire. Je vais afficher juste votre thème. Hop, là, c'est votre thème. Je ne sais pas quoi dire sur l'équipe de France militaire. Est-ce que tu joues, Audrey, dans cette équipe de France militaire? Ah, Fabien. Intéressant. Marion, je note ta candidature. Les fiches joueuses, ça m'intéresse. On en parle. À l'avenir, un fossé peut-il se creuser entre les grosses écuries Asvel, Bourges et Montpellier et les autres clubs? En fait, à l'avenir, c'est compliqué de répondre à cette question, puisqu'en fait, comment la Ligue féminine va-t-elle évoluer à l'avenir déjà? Est-ce qu'on va rester à 12 clubs? Moi, je suis pas pour. Moi, je suis pour qu'on réouvre à 14 clubs. Sincèrement, en deuxième division, il y a Charnay qui est premier. Bon, Charnay, je ne sais pas s'ils sont structurés pour monter. Mais il y a Toulouse et Angers depuis des années qui sont structurés et qui, je pense, sont prêts à monter. Et on pourrait vraiment avoir 2 équipes de plus. Là, Mondeville va descendre, je ne sais pas comment ils vont... Enfin, Mondeville va descendre. Non, il y a les Playdams, j'avais complètement oublié. Donc Mondeville ou Nantes ou Le Hainaut ou Villeneuve va descendre. Je pense qu'ils sont calibrés quand même... Enfin, je ne sais pas exactement, tiens d'ailleurs. Je ne sais pas exactement s'ils sont calibrés pour remonter. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des vrais écarts de budget. Disons qu'il y a des clubs qui sont à des budgets de plus de 2 millions maintenant. De plus de 2 millions d'euros. Bourges était à plus de 3 millions depuis des années. Là maintenant, je pense que Lyon, à mon avis, va s'en rapprocher très fortement. Et dans les clubs à plus de 2 millions, on a Montpellier, Villeneuve et Charleville, bien entendu. Sur les autres clubs, je connais un petit peu moins les budgets, mais je pense que c'est un petit peu inférieur, c'est un petit peu entre les deux. Est-ce que ça va se creuser? Je ne sais pas, parce que déjà, on voit que les 3 gros, Montpellier, Lyon et Bourges, déjà ils se tirent la bourre. Ils se piquent des joueuses entre eux. Donc déjà, il n'y a pas... Même si Lyon a l'air d'être parti pour essayer de dominer le truc, mais cette année, c'était quand même plutôt Montpellier qui était parti pour dominer le truc. Et en fait, Bourges, faut jamais les enterrer, quoi. Enfin, Bourges, il y a une culture dans ce club où même s'ils semblent un peu inférieurs, ils sont jamais inférieurs. Bourges est la bête noire d'à peu près tous les clubs de Ligue 1. Et en plus, là, on voit cette année qui se comporte bien. Landerneau, Tarbes est voilà, toujours là. Là où Villeneuve a sous-performé, on a La Roche, par exemple. La Roche, Basketland. Basketland, il y a
Il y a quelques indications, quelques rumeurs sur l'équipe qu'ils pourraient avoir l'année prochaine. Déjà, cette année, ils ont une équipe franchement assez intéressante et puis qui est capable d'embêter un peu tout le monde. Donc, non seulement les gros peuvent se tirer la bourre entre eux et finalement, il n'y aurait pas forcément d'équipe dominante, mais en plus, il y en a qui recrutent intelligent, il y en a qui font des belles saisons. Je vais faire un petit point sur La Roche quand même. La Roche, au début de l'année, quand ils ont recruté deux joueuses qu'on connaissait pas, bon, forcément, quand c'est des joueuses qui viennent de l'étranger, ça peut être des bonnes, des mauvaises surprises, mais Jasmine Bailey et Uju Ugoka, qui font une super saison, ils ont recruté en Ligue 2, Soana Lucé et puis Clémentine Sanson, qui font des super saisons. Donc voilà, ça va encore arriver. Je pense vraiment comme le disait Cathy Melin en conférence de presse samedi, c'était un coup-gorge tous les week-ends cette année. Alors peut-être un petit peu moins à Mondeville. Mais petite parenthèse, Nantes qui avant-dernier a battu Lyon en saison régulière, hein, a battu Lyon, voilà, je sais plus à quelle journée c'était à peu près au début des matchs retour me semble-t-il, ou à la fin des matchs allés. Euh, donc vous voyez, Nantes, qui pourtant a fait une saison plutôt mauvaise, a réussi à battre Lyon, à accrocher Lyon. Donc non, vraiment, en fait, depuis le passage à 12, il y a eu une densification des équipes. Donc je pense vraiment pas que les grosses équipes vont créer un fossé, ce sera toujours difficile. Je regarde s'il y a d'autres marques. Merci Fabien en tout cas pour la question. Et toi, qu'en penses-tu d'ailleurs? Audrey, tu vas jouer en équipe de France quand il dit oui, c'est ça. Tu vas jouer en équipe de France militaire ou c'est bien l'équipe de France militaire dont tu voulais parler? Mario, explication des différents postes sur le terrain. Alors, moi je suis pas vraiment un technicien par rapport à ça, mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut préparer sur un prochain live et il me faudra de l'aide par rapport à ce thème. Merci Aurélie. Salut Aurélie. Merci. Super idée l'émission. Bah écoute, on fait ce qu'on peut. On aime le basket féminin et on a envie d'en parler. Puis en fait, bah, je crois que ça n'existe pas. Donc ça existe dans d'autres trucs, hein. Il y en a qui font des talk shows sur la NBA, qui parlent pendant 1 heure. Je sais pas depuis combien de temps je vous parle, mais les deux premiers lives ont duré 40 minutes. J'ai pas fait exprès, mais ils ont duré tous les deux 40 minutes, la durée d'un match de basket. Donc pendant la durée d'un match de basket, on m'écoute parler et puis on interagit, on pose des questions. Moi, sincèrement, j'adore regarder ce genre d'émission pour le foot, pour la NBA, et puis bah, je me dis, il n'y en a pas pour le basket féminin, alors que j'adore aussi le basket féminin, donc bah, faisons-le. Et pourquoi pas d'ailleurs à plusieurs, hein, à l'avenir. Pour l'instant, là, je le fais tout seul, je me suis vraiment approprié le logiciel, donc je le fais par moi-même avec voilà, un petit peu de montage, pas du montage, mais un petit peu de réalisation comme ça sur mon ordinateur. Mais en s'organisant un petit peu, on pourrait même le faire à plusieurs et faire des vrais échanges. Et à ce moment-là, je pourrais poser les questions non pas uniquement aux internautes, mais également à des invités. Et je pense que notamment après la saison, on pourra faire des trucs. Et pourquoi pas avec toi, Aurélie? Emmanuel, salut Emmanuel. Salut, t'as des infos sur les droits TV de Ligue 2. Alors la Ligue 2, en théorie, c'est la Fédé qui gère. C'est la Fédé qui gère les droits. En revanche, il y a une vraie tolérance en fait. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 2 qui retransmettent par eux-mêmes bah, leur match, hein, comme Chartres par exemple, Emmanuel. Et puis il y a même en NF1 Voiron qui diffuse ses matchs, à l'extérieur. Donc tout ce qui est en dessous de la Ligue 1, de la Ligue féminine de basket, c'est la Fédé qui gère les droits. Et ils sont très très permissifs, effectivement, à partir du moment où on diffuse un match, on diffuse des images de Ligue 2 et puis de tout ce qui est en dessous, c'est tout bénef pour la Fédé. Voilà, voilà. Salut Jérôme. Aurélie, si tu maintiens ton équipe, je te le souhaite. Je te souhaite de maintenir ton équipe. Donc pour la petite histoire, c'est Aurélie Bonan, hein, qui interagit avec nous. Je te souhaite vraiment bah, beaucoup de courage, hein, d'abord, et puis un peu de chance pour maintenir les déferlantes qu'on est allé voir un petit peu grâce à Édouard Duté, que je salue. Si Édouard voit cette vidéo, merci à lui d'avoir fait beaucoup d'images de Nantes notamment et de La Roche, hein, dans ce coin-là pour WeBasket.
Et j'invite donc tous les autres vidéastes qui voudraient filmer des matchs à nous rejoindre, bien entendu. Je vais vous laisser. Je pense que je crois que j'ai encore, encore un thème. Que penses-tu de l'arrivée de Rachid Méziane à l'USBVA? Alors très indépendamment de la question que j'ai posée en début de live, c'est-à-dire au niveau du timing, finalement de l'anticipation de l'arrivée de Rachid à la place de Fred, donc de l'arrivée de Rachid Méziane à la place de Frédéric Dussart, indépendamment de ça, moi je suis très content. Je trouve que Rachid c'est un très bon coach et en plus un super mec. Ensuite, voilà, il faudra faire ses preuves en playoff, il va falloir reprendre une situation compliquée. Je pense que ça va aller quand même au niveau des playoffs et ensuite il va falloir préparer la saison suivante. Donc on verra ce que fait Rachid, en tout cas c'est un beau challenge pour lui. On souhaite aussi un bel avenir à Fred du côté de Bren, hein, du niveau des Castors Bren qui joueront peut-être probablement l'Euroleague. Je n'ai pas regardé le classement en Belgique, mais Bren a l'habitude de dominer le classement belge. Donc voilà Elodie pour mon sentiment, l'arrivée de Rachid Méziane, pour moi j'y ai pensé quasiment immédiatement quand on pense un petit peu aux entraîneurs de ligue féminine qui étaient sur le marché. Rachid effectivement a été remercié du BLMA en début de saison alors qu'il était premier du championnat. Hein. Donc voilà, c'est pour des raisons extra-sportives qu'on ne connaît pas, que personnellement je ne connais pas, donc on ne le saura peut-être jamais. En tout cas, bienvenue à Rachid Méziane en tout cas à l'ESBVA, j'ai failli dire au BLMA, à l'ESBVA. Et bonne fin de saison à tous. On suivra un peu tout le monde, hein, bien entendu, en essayant de se concentrer quand même sur les playoffs. Personnellement, étant situé dans le nord de la France, je suis quand même vachement déçu de ne pas avoir de playoffs dans le nord. Et donc il faudra aller à Charleville pour aller voir des playoffs. J'essaierai d'aller à Charleville, j'essaierai d'aller peut-être ailleurs aussi, notamment au niveau des finales. Et j'essaierai également d'aller à la finale de Coupe de France, qui est au mois de... Je sais plus quand c'est, je crois que c'est à la fin du mois d'avril. Qui est au milieu des finales d'ailleurs. Bizarre aussi, ça, on en parlera une autre fois. Parce que je trouve que le calendrier est assez bizarrement fait avec On a les 5 finales, hein. En fait c'est 3 matchs gagnants pour... j'ai oublié de le signaler ça, au niveau des playoffs, c'est 2 matchs gagnants, pardon. Donc il faut gagner 2 matchs sur 3 en quart de finale et en demi-finale. En revanche, il faut gagner 5 matchs non, 3 matchs sur 5 possibles en finale. Et je crois que c'est après les 2 premiers matchs, il y a la finale de Coupe de France qui est intercalée le week-end. Donc je trouve que le calendrier est un petit peu curieux. Imaginez qu'en finale de championnat de France, on est soit Bourges, soit Charleville. Bon, si c'est les deux, finalement, ils ne sont pas désavantagés plus l'un que l'autre. Mais s'il y a Bourges ou Charleville en finale de championnat de France et en plus, donc avec une finale à jouer au milieu, c'est pas super équitable, quoi. Voilà, je vous remercie, c'est tout le mal que je souhaite. Allez, déferlante, petit message de Romain à l'attention d'Aurélie. Le 17 mai, donc le 11 mai pour la finale de Coupe de France, merci Elodie. Il y a les playoffs de N2 à Gravelines. Eh bien bravo Gravelines. Je vous parlais de la Côte d'Opale tout à l'heure qui était une terre de basket assez incroyable. Gravelines en N2 va jouer les playoffs. Bon courage à Gravelines pour la montée en NF1. Est-ce qu'on me verra au Playdown, Yannick? Je ne sais pas. Peut-être un peu quand même. Il y en aura des matchs de Playdown, puisque à la fois à Saint-Amand et à la fois à Villeneuve. Donc je vais pouvoir y aller. Merci à toi Fabien, merci à tout le monde. Je vous dis ciao, merci Laurence. Et on est 24 là ce soir, 25 avec moi. Donc on a je ne sais pas combien de personnes on a eu en direct depuis 1h03. Donc là on a fait un petit peu plus qu'un match de basket. Hein. Merci à tous, je vous fais des gros bisous, je vous dis ciao, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas effectivement à me contacter par l'intermédiaire de la chaîne si vous souhaitez nous aider à faire des vidéos, à préparer le live, à faire des articles sur les matchs, sur les actions, à faire des articles sur l'histoire du basket féminin et à faire des fiches sur vos basketteuses préférées. On en a commencé, on en a fini une, j'en ai fini une et j'en ai commencé une autre que je ne finirai jamais tellement elle est longue, c'était une fiche sur Céline Dumerc. Enfin, c'est une fiche sur Céline Dumerc. Si quelqu'un veut faire la fiche de Céline Dumerc, je suis preneur. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Allez, je vous dis ciao. Des bisous à tout le monde. Salut. Ciao. Merci beaucoup.